Mode avion. Moi, je suis Mode toujours avion. sans... J'ai démarré, hein, on a dit qu'on la Allez, faisait à la, on y va, qu'on on y la va, faisait mode de avion. manière Voilà. authentique. C'est Donc, parti. salut Alexandre, Bonjour, ça va? ça va, Ouais, super. c'est la deuxième fois qu'on serre la main puisque je l'ai fait il y a 4 minutes. C'est voilà, vrai, mais- c'est vrai. Ouais, je suis arrivé de rencontrer un de mes associés devant Tout des à fait. caméras en fait. Mm, mm. Vous allez voir, ça se trouve, on va pas du tout s'entendre, mais c'est possible. ça. C'est marié au premier regard, mais en mode qui veut être mon associé. Mais M6, ils ont mixé les émissions là. Ça va? Ouais, ça va, Très super, bien. on met les casques. Ouais. Non, on n'est pas obligé. Je faisais juste un petit. Je voulais voir un peu si les micros étaient bien. On peut les enlever. On les enlèvera au fur et à mesure. Ok. Bon. Ouais. Alors, je te Cool. laisse la. Ouais, écoute, bah, l'idée c'est OVNI avant OVNI. Ouais. Et donc, Alexandre fait partie des gens qui ont soutenu OVNI dès le départ, premier souscripteur, et qui a même aidé à monter la société de gestion. Et je trouvais ça cool que vous vous rencontriez pour la première fois, et puis de le faire dans ce studio qui est le tien, et qu'il te raconte un peu l'aventure qu'il a vécue, et puis qu'on écrive un peu les prochaines années, les prochains mois ensemble, et où est-ce qu'on veut aller. Déjà, moi, j'ai une bonne surprise. C'est que je me marie à un gros geek. Vous voyez, parce que vous voyez peut-être pas le côté de sa casquette, mais quand on a une casquette Zelda, allez, 40 ans passés. Alors, merci de le rajeunir. J'ai 50 ans et je suis un geek. Et c'est à peu près le seul truc que je vais confesser ici Et- depuis tout le temps. Donc, C'est vrai. ah ouais, non, et super content que tu remarques. Ouais, Je tenais à cette casquette. J'aurais pu mettre la casquette OVNI. En fait, non. J'ai mis le t-shirt et c'est déjà pas mal. Mais non, geek, c'est ce qui définit toute ma vie, en fait. Donc, C'est bien, et c'est vrai que c'est cool parce qu'on parlait de la complémentarité de ce que tu crées aussi, Ouais. Arnaud, autour Ouais. d'OVNI. Et je crois vraiment que c'est une joyeuse complémentarité aussi avec des caractères qui peuvent s'ajouter. Voilà, il va falloir qu'on ajoute des femmes à tout ça quand même. Il va falloir qu'on se débrouille. On y travaille ardemment. Ouais. Bon, ben, ravi. Alors, moi, tu sais quoi, j'ai pas fait mes devoirs un peu exprès pour te découvrir comme tout le monde ou comme une partie ici. Donc, voilà, je Et te puis laisse moi, la main, je le connais par cœur. Non, mais alors, Mathieu, sur ses podcasts à lui, il demande toujours à ses invités de se présenter. Alors, moi, j'aimerais bien que tu le fasses de façon assez rapide, parce que moi, je te connais par cœur, mais Mathieu, lui, assez peu. Et donc, que Mathieu et les gens qui nous écoutent puissent découvrir qui est Alexandre Génie. eh ben Alexandre Génie, 50 ans, donc pas 40, c'est gentil de m'avoir rajeuni. Geek, et c'est ça, moi j'ai commencé à coder des ordinateurs alors qu'ils avaient 2 kilos de mémoire. Et c'est ça qui a drivé toute ma vie. J'avais la chance dans les écoles et les grandes écoles d'avoir des facilités. J'ai fait ça, et sorti des grandes écoles, qu'est-ce que je fais? J'envoie 2 CV, 2 boîtes de jeux, et je fais du jeu vidéo. Donc un infogramme et puis une autre, les deux me prennent. Je choisis un infogramme par proximité. Bruno Bonnel. Bruno Bonnel, de toute façon, mon patron, qui maintenant fait quelque chose de sympathique pour la tech, en fait, en général en France. Je passe 5 ans de bonheur là-bas. C'est très bien, mais c'est une industrie qui est très dure. Dans les années 80, du coup, non? Là, c'était 98-2004. Ah oui, ouais. tardif. Ouais, je suis rentré, on était 1000. C'était quoi les jeux? Alors, j'ai bossé sur un paquet de jeux, 6, 7, aucun n'est sorti. Ah merde. Ça explique pourquoi Infogrames, d'ailleurs, à un moment donné, ça se passait pas très bien là-bas. Et j'ai très vite compris, j'ai appris à coder. Donc, en tant que geek, savoir coder, le jeu vidéo est quand même une des meilleures écoles qui existent. J'ai aussi appris ce qu'il faut faire pour mal manager. Ils n'étaient pas terribles à ce sujet-là. Et des erreurs stratégiques de base. Pour te faire monter dans la hiérarchie, toi, très bon codeur, tu vas devenir manager. Oui, En fait, je l'ai bien fait cette erreur aussi quelquefois. Ouais. c'est une erreur classique, et là je l'ai vu en live ce que ça donne. Donc, de très bons codeurs, tu perds le bon codeur, puis tu récupères un mauvais manager. Le mauvais manager fait qu'il y a d'autres qui se barrent, et tu perds aussi le deuxième bon codeur parce qu'il se barre à cause de son copain qui a fait. Enfin bref, tout ce qu'il fallait pas faire, c'était très cool. Par contre, c'est une vraie école de vie pour savoir faire travailler des gens d'univers très différents ensemble. Parce qu'en fait, on arrive, c'est ultra riche d'un musicien, d'un lead artiste, d'un codeur scénariste, d'un mec qui font des projets, etc. Comment tu fais travailler des gens qui viennent d'horizons de cultures différentes pour finalement sortir un jeu qui est en fait une œuvre de dingue, quoi. C'est une approche, ça peut paraître un peu chelou, mais à la fois c'est plus artistique du code quand tu viens dans le jeu vidéo. Enfin, je dirais être capable justement d'intégrer tout ça, même si dans tous
Maintenant, on voit quand même que le design et l'UX sont des choses très importantes dans le reste du code. Le fait de passer par le jeu vidéo, justement, je m'étais pas rendu compte de l'intégration, de l'injection de jusqu'à la musique, en fait. Et tout ça, tu es vraiment sur une œuvre, en tout cas, d'art, je sais pas. Mais... Moi, je le considère vraiment... on dit que c'est souvent le 9e art, c'est pas à moi de juger, je sais pas. Là, t'es obligé de comprendre tous ces univers pour que vraiment la sauce, elle prenne, aussi bien d'un point de vue des équipes, mais vraiment dans l'œuvre qui est livrée au client. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. C'est aussi une très belle école de la bricole. C'est-à-dire, il faut aller vite, t'es sous tension, il faut faire ça bien, t'as pas forcément toujours le temps. Et du coup, tu découvres des astuces qui sont des astuces, mais qui sont éminemment efficaces pour pouvoir bien faire les choses dans tous les domaines. Et ça, j'ai bien aimé. Moi, je me souviens de cette époque-là, un jeu qui s'appelait Phantasmagoria. Tu te souviens, ça te parle ce jeu, non? Non, mais en effet, c'était un des premiers avec vraiment un univers artistique assez fou. Désolé, je ne peux pas vous aider là. Cette époque-là, l'Infogrames, c'était connu pour Verali, qui était un studio extérieur, mais qui avait rejoint, ou Alone in the Dark. Voilà, ça, c'est assez connu. Moi, j'en ai fait sympa, des trucs sympas. Mais moi, je t'ai connu sur ta vie d'après, tout à fait. Après cette période-là, tu peux la raconter? Color? Oui. Alors, Color, grosso modo, c'était la réponse c'était ma réponse au sujet de... Je me suis fait licencier, c'est très clair, et j'adorais la photographie. Et j'avais commencé à explorer parce que j'avais déménagé dans les montagnes, en Savoie. Et je me suis intéressé à la photo panoramique quand il y a eu changement, on passait de l'argentique au numérique. Donc je faisais des grands panoramas comme ça, et j'avais fait un petit produit que j'ai mis gratuit sur le web pour pouvoir faire des panoramas automatiques. Donc ça, je faisais ça, moi j'ai peut-être utilisé, donc tu faisais plein de photos, tu les injectais dans un truc et il te ressortait une belle grande photo. Donc il te collait les pixels qu'elle exactement, de l'assemblage d'images. Et ben tu as peut-être utilisé mon produit. Ouais, probablement. Ça s'appelait Autopano. Autopano, oui, grave, je l'ai complètement utilisé. Ben voilà, c'est nous. Okay, voilà, donc c'est ça. Et c'était exactement la frustration. Je grimpais dans les montagnes le week-end, je montais. Tu le téléchargeais en local, hein. C'était .dmg ou .exe. Exactement. C'est un logiciel qui était standalone desktop. Hein. On n'était pas dans l'époque du SaaS du tout. Hein. Et voilà, j'ai créé ça. Du jour au lendemain où j'ai lancé le premier Autopano, la boîte était rentable. On était 2, 3, 5, 10. Et j'ai monté la boîte tout seul. Je l'avais payé, tu crois, ou je l'avais hacké en gratos? C'était possible, non? C'est possible aussi. Moi, je l'avais pas payé. Je confesse, en 2008-2009, c'est possible que je l'avais pas payé. C'est une stratégie pour pouvoir imposer un produit. C'est que tu laisses un peu les hackers faire et avoir des générateurs de clés, etc. Mais pas trop. Tu rajoutes un peu de frustration de deuxième niveau. Et du coup, la viralité prenne parce que en fait, c'est super fun de faire des panoramas et de s'amuser derrière. Donc, on avait fait une stratégie sur la protection du logiciel un peu spécifique et ça a très bien marché. Bon, Color 25 Tech. C'est ça, 25 de collaborateurs sur les autres sujets. C'est exactement ça. Color, alors il y a un épisode qu'il faut que je parle qui est l'après-Color. Mais grosso modo, avant Color, on était 30 personnes. Grosso modo, 20 tech, que des geeks images. Ça, c'était Autopano ou c'était... Il y avait Autopano, il y avait Panotour qui est le logiciel de visite virtuelle qui est derrière. Et derrière, il y a Autopano Vidéo qui arrivait, où on faisait de l'assemblage de vidéos comme on fait de l'assemblage d'images, en fait. Donc, tu pouvais filmer avec plusieurs caméras, des scènes connexes pour avoir un plus grand champ? Exactement, c'est ça. Ok. Et le champ pouvait aller jusqu'à 360 degrés. Donc, vraiment la sphère complète. Et c'est quand on a lancé en fait tout ce côté vidéo 360, il y a une boîte qui s'appelle, pas connue, qui s'appelle Meta, qui a racheté Oculus 2 milliards. Et là, le VR est devenu quelque chose. Ça, c'est en quelle année? Ça doit être 2014. 2014. Et 2014, le VR, dans le cycle de Gartner, là, il commence à prendre le truc de hype au-dessus. Et là, nous, la boîte un peu leader mondial sur ce sujet-là, qui était capable de créer des contenus à destination de ces casques, mais à peu près tout le monde qui nous tombe dessus, quoi. Ok, incroyable. Et là, à un moment donné, t'as Facebook qui te contacte, qui dit « Ok, machin, t'as Adobe, t'as YouTube, t'as GoPro, t'as Sony, t'as HTC. » En fait, la question n'était plus la question est-ce que je reste indépendant? Moi, j'étais tranquille dans les montagnes, on s'amusait bien, on avait une team spirit. Vous étiez tous ensemble là-bas? On était tous. Ah non, il n'y avait pas de remote à l'époque. Ouais. Ok, pas de remote. Ok. Et ça, c'était en Savoie, au pied des montagnes. Aucun problème de recrutement. On était une boîte de tech super pointue. On adorait ce qu'on faisait. On était state of the art, donc vraiment les meilleurs des meilleurs. Je recrutais jusqu'au Canada et les mecs qui venaient chez nous juste pour venir au Savoie, quoi. C'était assez facile, quoi.
J'ai vu Fatal Bazooka récemment, ça me fait penser à... On l'a utilisé hier sur le groupe WhatsApp, je prends une photo d'Alexandre, je l'envoie à 15 souscripteurs du fond et je leur mets, il y a un mec qui représente le hardcore de la Savoie à Paris. Figurez-vous quand même que je connaissais certaines des chansons de Fatal Bazooka de Michael Youn et puis je sais plus, je crois que c'était dans un train avec ma fille et je me rends compte que je l'ai jamais vu. Elle me dit mais tu l'as vu Fatal? Je dis non, je crois pas. Donc je l'ai regardé pour la première fois récemment et on a beaucoup ri. Mais à un moment elle a été très déçue parce qu'elle m'a dit mais attends, mais je comprends pas, mais c'est pas un vrai chanteur. Elle a quand même 11 ans, ça faisait des années parce que je lui faisais écouter 2-3 trucs. Elle me dit c'est pas un vrai rappeur. Je lui dis non, tu sais, c'est un peu. Bon, Michael, si tu nous écoutes, on veut bien te recevoir sur le podcast c'est clair. pour parler de ton aventure. Et où ça en Savoie, pardon Alors c'est Chambéry, voilà, okay, à côté de Chambéry, donc vraiment au pied des pistes, etc. Et donc 2014, ce sujet arrive et la question c'est avec qui tu te maques, quoi. Et là il faut faire des choix, et des choix qui étaient plutôt éclairés. Donc moi j'ai dit d'abord, on va discuter, c'est quoi le projet? Pourquoi vous venez me voir? Ensuite, c'est quoi la liberté que je pourrais avoir? Qu'est-ce que vous me garantissez? Les moyens, etc. Et ensuite, on parle de toutes les choses, de valeurs, alignement de valeurs. C'est hyper important, les valeurs. Parce que dans une culture, dans une boîte, et tu as une autre boîte qui te prenne, genre Microsoft, culture du logiciel, très pointue, brillant, etc. Ouais. Mais on aurait pu être une toute petite division dans une boîte de 100 000 autres développeurs, quoi. Ils auraient pu apporter beaucoup de choses, mais je trouve que le match culturel n'était pas bien. C'est pas que j'aime pas mes collègues de Microsoft, quoi, mais ça allait moins bien. Et l'évidence s'est assez vite imposée, c'était GoPro. GoPro, une boîte de hardware dont on était fan, parce que finalement, on en achetait un paquet des GoPro pour en mettre 6 ensemble pour faire de la vidéo 360. Et ils venaient avec le projet. C'est votre équipe qui va construire la GoPro 360 avec nous, quoi. Ouais, donc vous étiez vraiment une grosse partie du soft dans une boîte de hardware, quoi. C'est un peu ça. Exactement, ouais. Et il me donnait la division aussi professionnelle. C'est-à-dire, on a fait des caméras professionnelles. Le Omni, par exemple. Omni, c'est une caméra à 5000 balles. 360 professionnelle, c'était la première avec une vraie synchronisation, une vraie synchro, on appelait ça, entre toutes les caméras, quoi. Sachant que c'était vraiment le problème, moi, que j'avais, j'ai eu une GoPro assez tôt, je sais pas, là, 2 ou 3, c'est quoi, 2011, 2012, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, les premières, ouais. Et en fait, j'ai quand même assez vite identifié un problème fondamental. Bon, il y en avait deux. C'est que le premier, j'étais pas aussi bon en ski que les mecs qui portent des GoPro, donc je ne saute pas de 40 mètres de haut dans une avavanche, donc du coup ça donne pas des images cool. Voilà, tu sais, sur ma piste verte comme ça c'est moins bien. Soit. Mais après aussi tu vois, il y avait quand même cette histoire, tu te retrouves avec plein d'images, plein d'images, tu sais pas trop quoi en faire. Et en fait bon bah tu passes ta semaine avec ta GoPro comme un con sur la tête, sur tes pistes vertes, puis à la fin voilà. Et donc en fait il y avait quand même une histoire logicielle derrière pour être capable de faire des choses top. Ouais. Et c'est là ils ont exploré plusieurs pistes. Donc moi j'étais vraiment sur la partie 360, mais en parallèle il y avait d'autres divisions, dont des boîtes parisiennes aussi qu'ils avaient racheté ici, une boîte qui s'appelait Stupéflix. Oui, bien sûr. Tout à fait. Nicolas Stigman, et qui, eux, faisaient un espèce d'application mobile de montage un peu automatique. Parce que ils vous ont racheté en même temps, à peu près. Hein. Quasiment. Ça a été annoncé en tout cas en même temps, je crois. Lui, c'était 6 mois plus tard. En fait, ils ont fait un rachat en même temps que moi, qui était une division de DxO qui est le leader mondial de la qualification de la qualité des images. Ils ont acheté la branche Embedded, qui s'occupait d'algorithmes vraiment intégrés dans la caméra. Intégrés dans la caméra, ouais. Très belle division. Et du coup, ça, ils l'ont fait en même temps. Et Stigman, j'ai participé en fait à l'audit avant de les racheter. C'était genre 1 an après. Ouais. Et c'est ça. Alors, oui, sur la GoPro, c'est toujours ça. Si le montage automatique, tu as 4 heures de vidéo. Où est le moment intéressant? Pas si facile à identifier. Il y a des bons algorithmes aujourd'hui. À l'époque, c'était moins vrai, je confesse. On en parlait avant l'épisode, c'est en train d'être complètement bouleversé aujourd'hui. On a tourné un épisode hier, on le met dans un outil, ça fait des sous-titres automatiquement, ça fait même les timecodes, on publie le truc sur YouTube. Tout ça est en train d'être vraiment bouleversé. Ah bah, c'est clair. Moi, je continue à être... j'ai une mode de service autour de la computer vision, donc vraiment l'analyse des images. Mais en fait, tout ce qui va permettre de faire un montage beaucoup plus automatique en analysant les images, qu'est-ce qui se passe, quel est le ton de la parole, quels sont les mouvements de cette image-là. Il y a plein de façons de récupérer le moment intéressant. Une des astuces que je donne dans la caméra, c'est que c'est très facile de savoir si on est en 0G. En 0G, c'est-à-dire que la caméra est en apesanteur grâce à l'accéléromètre qui est dedans. 0G, c'est quand tu sautes. Facile.
t'es en apesanteur. Et ben ça, c'est quelque chose que tu as gratuitement avec de l'IA directement, pas sur la piste vidéo, pas sur l'audio, mais vraiment directement dans le device, dans l'accéléromètre qui te donne les vibrations en fait, de la caméra. Mais ça, c'est le genre des astuces qui vont bien. Et aujourd'hui, c'est dans la vision par ordinateur. Est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il dit des choses intelligentes? Quand tu fais du multinodal, de l'IA multimodal avec ça, tu fais des choses vraiment très bien. Ce qui est paradoxal, je me rends compte, mais là on pourrait entrer dans une discussion de vrais geeks, mais je vais quand même ouvrir cette porte et on en parlera plus tard, mais c'est que, tu vois, je me rends compte sur mes contenus longs en studio que c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que, en fait, tu vas voir les sourires, certaines choses. Je voyais un truc de chez c'est Microsoft qui a sorti un truc où... alors, ce que je veux dire, déjà, c'est sortir le contenu intéressant. Oui. C'est pas simple, parce que sur 3 heures, en fait, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? C'est du fond, c'est plus de la forme. Et sur la forme, à un moment, je voyais sur ce truc qui est un extrait d'un logiciel de Microsoft dont je saurais sortir le nom, il me dit, l'invité est angry, elle est fâchée. En fait, c'est une jeune femme avec qui on parle d'augmentation salariale, et puis elle parle de son boss, et puis elle dit, oui, tu vois, elle met des sourcils comme ça, et puis elle part comme ça. Alors elle est pas du tout fâchée, c'est vraiment, elle joue un truc dans la négo, tu vois, il y a un moment, et donc le logiciel interprète ça fâché. Moi, je vois, dans 80% du temps, 70% elle est fâchée. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, what the fuck? Et puis à chaque fois je la vois, elle est toujours comme ça. Je dis, ah ouais, c'est marrant. Bref, c'est pas si simple, c'est peut-être plus simple dans le plein de l'extérieur. Et c'est beaucoup dans l'interprétation et justement comment tu vas entraîner ton IA par rapport aux data que tu as. Sur une des startups dans lesquelles je travaille, en fait, on fait de l'analyse justement d'efficacité de pubs. Donc des pubs, c'est des séquences de shots. Et ces séquences de shots, simplement en changeant le montage, en inversant, en mettant des choses les autant, en fait, le reach derrière, ça va nous dire, OK, c'est plus efficace ou pas. Et en fait, ça te permet de remonter carrément sur la segmentation des personnes, qui pourrait être intéressant. Et ça se fait parce que la mesure est plus simple que finalement d'autres choses. Quoi. Moi, ce qui me fascine dans ton métier, dans ces métiers, c'est la profondeur philosophique ou même sociétale de ce que tu fais. Tu as forcément réfléchi, mais tu es quand même tu travailles dans l'interprétation du monde réel pour une machine. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on sait tous que ce qui lui manque potentiellement, c'est un peu une interprétation quasi en direct du monde réel et être capable de traduire, de comprendre des interactions humaines dans la tristesse, la colère, la beauté, des tas de choses, de les interpréter, c'est vraiment... peut-être et de ressentir, alors peut-être pas avec les doigts et tout ça, mais au moins avec l'image, c'est quand même une des percées importantes que fera l'IA dans les prochaines années, ou qu'elle a déjà fait peut-être. Ça c'est déjà fait, clairement. Il y a des choses, c'est très marrant, il y a des IA, tu mets ton écran, dans l'écran tu affiches quelque chose, et à côté tu as le texte qui s'affiche de ce qui est en train de se passer et qui peut même te conseiller. Tu as un chat GPT qui t'aide à conseiller, à utiliser par exemple un logiciel, alors qu'il n'a pas découvert, etc. Ça c'est le genre de choses qui arrivent. Là, ce qui est très important en fait, c'est où tu places la ligne jaune. Il y a plein de choses que tu peux faire à partir d'une image ou de l'IA sur du son ou sur des autres modalités. Où c'est que tu t'arrêtes? Je publie de temps en temps sur LinkedIn quelques informations et il y a un papier que j'ai vu qui semblait, et là, clairement, pour moi, c'est une ligne jaune à pas passer. J'explique le papier. Tu prends un IRM, tu mets quelqu'un dedans, tu lui montres une image. L'IRM mesure le signal du cerveau lié à cette image-là. Tu apprends une IA qui fait ça, tu ôtes l'image et tu reconstitues ce qu'il pense, le gars. Donc, tu mesures le signal, tu reconstitues. Donc là, tu as la lecture de la pensée. Mais il faut un IRM, ça coûte encore 2 millions. Mais on n'est pas loin d'avoir ceci avec d'autres technologies. On voit très bien les petits périphériques qui commencent à se faire, où tu mets une espèce de casque et tu peux piloter une petite voiture juste avec la pensée. C'est intéressant pour les RG, ça, sur les interrogatoires. Où est la ligne jaune? Voilà. Il n'y a même plus d'interrogatoire, on va faire une lecture. En fait, tu as un écran et tu as l'image de sa pensée. Bon, est-ce qu'après 20 minutes de discussion, tu comprends pourquoi un VC généraliste a besoin de gens comme Alexandre pour décrypter les sujets, pour aller en profondeur? Toi qui le rencontres pour la première fois. Moi, je le côtoie depuis la session à GoPro. Ouais, c'est et ta vie d'investisseur en start-up, d'incubateur de start-up avec aussi ton bâtiment dans les Alpes. Et
Après 20 minutes Oui, je comprends. Mais on c'est aussi pourrait cette rester 3 relation, heures, tu vois, qui m'étonne pas. 50 Entre minutes. toi et lui, entre toi Ça et va des être court. artistes et beaucoup de gens autour de toi, c'est aussi cette curiosité qui fait que, aussi, je pense qu'Arnaud a ce talent de connecter des gens d'univers très très différents. Ouais. On a dit hier qu'on se brossait pas dans le sens du poil. Non, mais bon, je t'ai taclé hier aussi. Bon. Donc, Alex, Je t'ai allez, pas taclé raconte-nous. d'entrée sur Zelda, je l'ai Donc- juste noté, tu vois. Mais Alors- je me suis mis, je vais pas lui en mettre un les deux pieds devant tout de suite. Moi, je lui avais Hein, dit de parce pas que- mettre la casquette. Donc, c'est bon, on avait eu Ah le non, débat mais avant. tu vois, moi justement, je pense qu'il faut absolument être la Ah casquette. non, il faut mettre. Bravo. Ça fait partie de moi, Bravo. merci. Ouais. Désolé, moi j'ai mis la veste et tout. moi. Alors, Alex, raconte-nous Alors- ta vie d'investisseur Alors- avant OVNI. Parce Non, qu'on mais est dans attends, le OVNI avant juste OVNI. pour débat casquette, veste et tout ça, si vous voulez trouver des VC qui sont tous en veste avec la doudoune, il l'a aussi, la petite doudoune sans manche qui met en dessous, il y en a plein. Donc allez-y, si vous voulez aussi avoir des VC avec Alexandre Génie et sa casquette Zelda et puis ma gueule de je sais pas quoi, et ben il y en a d'autres. Tu vois, il y en a pas beaucoup, il y a que nous, c'est Ouais. les ovnis. Voilà. Eh ben, OVNI, d'où le nom. Quand tu reçois un bon paquet d'argent, voilà, de GoPro, c'est effectivement ce qui est arrivé. Tu as deux solutions. Quand tu te mets retraite sur les îles, etc., soit tu es entrepreneur, tu as envie de refaire des trucs. Et moi, je me suis posé... Moi, je pourrais penser Miami, Ferrari, C'est pas mon truc. Et de nouveau, il y a chacun se réalise comme 50 comme il Cent à fond dans la... Pardon. Je dis pas que de temps en temps, je bois des bonnes bouteilles. Voilà, Toi, c'est à ça peu près serait mon vice. Rage Against the Machine, c'est ça Ouais, c'est clair. Dans la voiture. Ah, si je peux C'est les pas le même voir un style. jour, oui, c'est clair. Malheureusement, ils sont un peu malades. Bref, sujet à part. Donc, je me suis posé la question du pourquoi j'ai envie d'investir. Et je me suis dit, j'ai envie d'investir sur des entrepreneurs comme moi, mais qui ont 10-20 ans de moins, et je vais les aider et mentorer autour de ceci pour qu'ils arrivent mieux que moi. Parce que moi, j'ai souffert de la solitude de l'entrepreneur tout seul. Dans la tech, dans les Alpes, tout seul, faire un truc, se faire acheter par GoPro, clairement, j'étais déjà un ovni et j'avais personne à qui parler à l'époque. C'était compliqué, quoi. Et ben c'est ça. J'ai donc investi d'abord dans des petites startups locales, en mode BA, ensuite en mode plutôt club deal. Et ensuite, tu dis, par rapport à l'apprentissage de ceci, c'est très clair qu'à un moment donné, il faut passer à l'échelle industrielle, carrée, propre de OVNI. Et OVNI, c'est grosso modo 7-8 ans de parcours autour de l'investissement. Mais en parallèle, et en même temps, le côté j'ai envie d'aider les entrepreneurs, j'ai envie de les mentorer, j'ai envie de dire, moi les conneries, je les ai tous faites. J'ai investi dans des startups, elles sont plantées parce que j'ai pas vu ça, parce que j'ai pas vu ça. J'aime bien être pragmatique, être mentor, pragmatique mais opérationnel peu, parce que j'ai pas le temps sur ceci, mais donner les bons conseils. Et ça, je l'ai fait dans le Hub des Alpes, où le Hub des Alpes, c'est un bâtiment de l'entrepreneuriat, très simple, très beau bâtiment, restaurant, salle de séminaire et des experts, parce que le cercle vertueux que j'ai mis là-bas, c'est très simple. La start-up, quel que soit le sujet qu'elle fasse, c'est elle doit s'occuper. Il y a débat sur quel que soit le sujet qu'elle fait. Je rentre pas dans ce débat-là. Ouais, tu sais pas, il y a débat. Je me posais la question, je sais pas. En fait, elle a besoin d'expertise On autour. s'en fout, il y a une IA qui va corriger ça. Toi, Exactement. tu vas te démerder, Et hein, ça a tu vois. modifié en plus les Ouais, lèvres, c'est bien. comme ça on verra pas qu'il y a le lip 5 qui est un truc. Stratégie de communication, business coach, comment tu gères tes réseaux sociaux quand tu n'as personne, tu vois, etc., etc. Et ben j'ai pris des experts qui ont chacun leur boîte dans ce sujet-là. Je dis, viens, loue-moi un bureau. Moi, je vais te trouver des clients. Parce que j'avais besoin de ceci. Comment tu fais pour un peu mieux sécuriser tes investissements quand tu fais du BA? C'était à toi les bureaux? Oui, j'ai construit le bâtiment, c'est le mien. C'est le mien. Pas con, il a fait un petit MRR, il s'assure. Loue-moi les bureaux, et puis après, je m'occupe de toi. À un moment donné, il faut être pragmatique aussi. Hein. Ça m'a permis aussi d'être... oui, il y a une indépendance aussi que j'aime, mais qui permet d'avoir un vrai esprit de communion. Le hub, c'est vraiment ce concentrateur. Tu connais l'Unabi? Olivier et Tom. Ouais, non, ils sont chez toi? Ils sont à Chambéry, c'est mes meilleurs potes, je dirais. On adore l'Unabi, je les connais pas bien, mais on les connaît de loin, on a bossé avec eux. Eh ben, voilà, et il faut qu'ils viennent de Olivier et Tom serait super content de venir ici. On est à l'astuce. Ouais, franchement, ils sont top. Et vraie expertise dans la partie mobile. Hein. Ouais. Je pense que c'est un des meilleurs studios. Anti-Covid, tous anti-Covid, oui. Des trucs plein de bancaires, ils ont un truc de seconde main aussi où il faut leur application. Je ne connais pas vraiment le portefeuille de leurs clients, quoi. Nous, on fait une app, on va faire une app ensemble. Okay. Donc, nous, on fait la tech computer vision. Ils vont faire ceci. On n'est pas encore prêt vraiment à l'avoir. Mais Ils sont combien? Il doit être une vingtaine. Okay. Mais que des top. Trop bien. Ouais. Bon, donc tu comprends.
je rencontre Alex 2018, je pense, grâce à Émeric Léger, on va le saluer. Ah oui, aussi c'est au vrai, passage. Émeric. Parce que moi, tu sais, donc tous les mois, je contactais des business angels, puis je tombe sur un business angel dans les Alpes qui me dit « Mais viens nous voir et tout. » J'avais la flemme. Je dis « Bon, allez, j'y vais. » Et puis là, j'arrive dans ce bâtiment incroyable, tout noir, 3 étages, resto magnifique, la vue sur les montagnes enneigées et tout. Et je rencontre l'équipe, Alexandre, enfin ce club de business angels, 8-10 business angels qui s'étaient mis en commun. En fait, ils faisaient comme moi, avec mes associés, dans une autre région. Et ils avaient fait le même chemin. Ils avaient investi, ils avaient pris des tôles, ils avaient eu quelques succès. Et en fait, on se dit, on a envie d'aller plus loin, mais on n'a pas envie de le faire chacun dans notre coin. On va le faire ensemble. Parce que moi, j'avais pas le génie de la tech. Eux, ils n'avaient pas, je pense, l'investisseur discipliné, etc., qui avait aussi l'énergie, la motivation de lancer une société de gestion. Et c'est comme ça que c'est né, quand je te disais l'autre jour, c'est né de la volonté de plusieurs personnes de mettre en commun de l'argent, du temps, des compétences pour faire naître la société de gestion. C'est vraiment ça la création. Et moi, j'aimerais, Alex, toi, tu es toujours optimiste. Oui, c'est aussi pour ça que je t'ai choisi, qu'on s'est choisi, je pense. Tu as une culture du risque maîtrisée. Et en fait, je trouve que tu vois la vie comme un problème mathématique. Et quand j'arrive avec mes problèmes, toi, tu as toujours une solution et tu me dis, attends. Il y a ça, tu prends tous les paramètres. Et en fait, on arrive avec des problèmes et on repart, on est positif et heureux. Est-ce que ça a joué dans ton aventure Color, GoPro? Est-ce que ça joue dans le coaching que tu fais au niveau de tes investissements? Raconte-moi un peu. Oui, je ne vais pas dire que j'ai inventé une méthode ou un truc ici, mais on m'a beaucoup fait cette remarque-là, et encore il y a quelques jours de mon ex-DG. En fait, de temps en temps, il faut oser prendre des risques. Je disais à mon équipe, l'équipe de tech à l'époque, vous voulez 2 jours, 3 jours, 5 jours pour faire tester un truc? Testez. On vous sort du rush de l'opérationnel, testez. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave, parce qu'on va apprendre quelque chose, même si ça ne marche pas. Et c'est ceci, de temps en temps, il faut dédier, je ne sais pas, 10-15% du temps à tester des nouveaux trucs. C'est à une époque, chez Google, ils appelaient ça le Friday. Il y avait ce fameux vendredi. En fait, c'est culture de tester sans avoir peur de se faire taper dessus, d'avoir vraiment l'autorisation de faire, ça t'ouvre sur des tas de sujets. Et ensuite, ma deuxième croyance qui va avec ceci, sur la culture du risque, c'est la systémique. C'est que de temps en temps, quand on pose la définition, être innovant, c'est quoi? Innovant, tout le monde pense, et en particulier ici, par exemple, ce podcast, on va faire ceci, on va faire ça, on va avoir une tech super bien, on va mettre de l'IA, on va faire un truc. Non. De temps en temps, c'est juste simplement comment tu accèdes au marché. Tu fais le petit contrat qui va bien avec ceci à tel endroit qui paierait et tu as verrouillé le marché sur des milliards. En fait, l'innovation peut aller dans n'importe quelle dimension. Tech, commerce, finance, RH, produits. Tu me fais penser à un truc qui a changé la donne chez Cosa Vostra, chez qui on est, l'agence. C'est qu'on proposait à nos clients... En fait, à un moment, un des gros succès qu'on a eu au tout début, c'est que j'ai un gros réseau dans la presse et les médias, et on proposait à ses clients d'aller chercher des aides. Il y avait Google qui proposait des aides pour la presse, le Fonds pour l'innovation numérique de la presse. Il y avait le FRON stratégique pour le développement de la presse de l'État, etc. Et nous, on leur disait, si tu veux, je vais chercher des aides. On essayait de leur vendre des missions à 30, 40, 45 000 euros. Ils nous disaient, non, mais j'ai pas 45 000 euros à mettre dans une mission d'innovation. On n'y arrivait pas. Puis un jour, j'ai trouvé une boîte. Ils me disent, non, mais j'ai pas d'argent. Je dis, écoute, c'était mon ancienne boîte. Il se trouve que c'est une boîte que j'avais vendue. Et je leur dis, ok, je vais te le choper, mais je prends 15% de ce que je te gagne. Et puis on est allé leur chercher 300 ou 400 000 euros. Tu te dis, attends, 15% d'un truc. Alors, il y avait dedans un aléa, c'est que tu n'es pas sûr de gagner. Il faut quand même aller le chercher. Et donc, à la fin, on a fait un contrat qui était un gentleman agreement de, honnêtement, je pense, 8 lignes. Alors, après, on l'a rallongé un tout petit peu parce qu'il y en a qui nous magouillaient un peu dedans quand même. Mais on a dû passer à 2 pages. Il y avait 5 000 euros de upfront parce que sinon, en fait, il y en a, ils nous répondaient même pas. En fait, ils disaient bon, je vais peut-être choper une com et puis voilà. Et ça marchait hyper bien. Mais je trouve que c'est vraiment. Et le premier dont tu parlais, c'était quoi, pardon, avant l'innovation? Ça peut être tout sujet. C'est accès au marché. Et là, typiquement, tu as abaissé le coût d'accès au marché. Et tu parlais d'une autre action avant, pardon, dans tes deux... la prise de risque. La prise de risque. Exactement. La prise de risque et l'innovation peut venir... Et oui, le fait de tes employés, de les envoyer, de les faire tester des choses. La semaine dernière,
Moi, en fait, je me rends compte aussi que je suis malheureux quand j'ai plus le temps. Moi, mon problème, mais nous trois, j'imagine, mais le problème, c'est le temps. Et la semaine dernière, j'ai eu un enregistrement annulé et je me suis collé 2-3 heures sur ChatGPT à faire MyGPT pour la première fois et puis aller tester des trucs d'analyse, etc. Mais je me suis tellement régalé, en fait. Et j'ai testé plein de trucs de ouf. Et en fait, pas faire ça, moi, ça, en fait, il y a un moment, ça me rend presque malheureux, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais découvrir comme ça, j'ai des bouffées de... Ça fait exploser ta créativité, quoi. Je pense que les chefs d'entreprise, c'est des explorateurs. Et moi, ce que j'aime chez toi, Alex, et c'est pour ça que je suis content qu'on fasse ces premiers épisodes avec toi, pour que les gens qui nous suivent, qui te connaissent déjà, mais découvrent aussi un peu les coulisses de ton parcours et de OVNI avant OVNI, c'est ce côté explorateur. Et avec ce côté toujours optimiste. De se dire, je prends des risques, j'explore, je les assume, j'y vais avec mes fonds propres. Et c'est hyper courageux. Enfin, moi, c'est ce que j'aime chez toi. Merci beaucoup. Là... Je te l'ai déjà dit en privé, et je le dis en public. Bon, voilà, je suis amoureux de ce mec, il est trop fort. Là, merci. Là, je voudrais rebondir un truc sur ce que tu dis. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup formalisé, j'ai travaillé pendant très longtemps, c'est ce qu'on appelle le rhythm of business. Et le rhythm of business, c'est comment tu gères ton calendrier. Moi, en opérationnel, j'ai 5 boîtes, tu vois. Donc, mon calendrier, tu pourrais dire, tout le monde dit, il est super chargé, etc. Il y a quelqu'un qui me contacte, dans les 2 jours, il a 1 heure de rendez-vous avec moi. Comment tu arrives à faire ceci ? En fait, il faut vraiment que tu décides. Je suis ouvert aussi aux nouveautés qui peuvent arriver de n'importe quel vecteur. Des personnes, un rendez-vous qui débarque dans le bureau, etc. Et c'est ceci. Et je m'arrange dans les calendriers aussi de passer, c'est grosso modo une demi-journée toutes les 2 semaines, de comment mieux faire les choses. Et non pas comment faire les choses. Il y a faire et comment mieux faire. Si tu sanctuarises ceci et que sur chaque rendez-vous, chaque demi-journée toutes les 2 semaines, tu fais juste 2% mieux, 2% mieux, ce mécanisme-là, c'est rentable en un mois. Tu n'as pas besoin de faire plus, toi. Et ça, c'est hyper important. C'est comme ça que tu deviens meilleur. C'est parce que tu t'occupes de faire des explorations avec chaque GPT. Chat GPT Vision, il faut que tu regardes celui-là, il est multimodal, il est assez dingue. Tu mets une image, tu peux la modifier avec ça, tu peux comprendre des choses dessus. Il y a des choses qui sont vraiment en train de... Mais il faut jouer. Parce que quand tu joues, comme tu connais toi, tes opérations dans ton métier, si tu joues avec des choses comme ceci, imagine, tu trouves un truc qui te gagne 1 demi-heure. Non, mais mais c'est évident. Il ne faut pas passer à côté, quoi. Non, mais c'est ça. Et ce qui est fou, en revanche, c'est que c'est aussi Bon, alors on va pas rentrer dans le carter de ChatGPT, mais c'est toute la merde que ce truc est capable de faire. C'est-à-dire que là, hier, je lui ai envoyé un organigramme pour voir, tu vois... Il me sort des analyses derrière, mais qui sont nulles, mais fausses en fait, mais pas nulles, c'est fausse. Enfin, il te reprend des chiffres, il les applique à des trucs. C'est assez drôle, quoi. C'est tout l'intérêt de jouer avec. Moi, ChatGPT, je donne cette parabole de l'arbre. En fait, c'est comme discuter avec un dictionnaire. Pourquoi tout le monde est vraiment très intéressé à ces trucs-là ? Il dit, putain, il voit des choses, je n'avais pas vu, etc. C'est vraiment ça. Toi, dans ton univers, tu as discuté avec des gens, tu as fait ceci, et tu as vu que quelques branches de cet arbre de la connaissance humaine. Lui va te montrer toutes les branches. Ouais. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire, dans l'histoire, toi, tu as peut-être fait l'histoire française, mais l'histoire allemande, l'histoire coréenne, tu connais que dalle. Ouais. Lui, il a vu. Et il y a quand même des leçons à prendre. C'est vrai. Et il a fait c'est un dico. C'est comme discuter avec le dictionnaire. Donc, ce qui est bien, c'est que ça t'ouvre les horizons sur les choses que tu n'as jamais vues. Mais de façon sommaire. Et souvent, ce que les gens se trompent, je fais ceci, ils doivent pouvoir analyser l'exemple que tu as donné, une hiérarchie qui était comme ceci, ça ne marche pas. C'est normal parce que là, on est au niveau de l'expertise. Ouais. Et c'est la petite feuille, on n'est pas au niveau de la branche, au niveau de la feuille, toi, dans ton arbre. Et expert, il est obligé d'inventer parce qu'il n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, il est bon à quoi ? Quand est-ce qu'il y sera ? C'est ça la question. Alors alors moi j'ai mes propres horizons. Je pense que dans 5 ans, c'est plié. Les GI, on l'aura, quoi. Mais... Ouais, je suis pas ceux qui sont dans qui font ces recherches-là. Je regarde les papiers de recherche, ça m'amuse beaucoup de regarder tout ceci, mais je fais pas cette tech-là, quoi. Cool. T'as des questions, Mathieu ? Moi, j'ai ma petite liste, mais vas-y, continue, parce que sinon, moi, je suis capable de prendre toute la place, quoi. Sur ta culture du risque, oui. Quand on lance OVNI, tu fais partie des gens qui réunissent 8-10 potes entrepreneurs dans les Alpes, oui. À qui tu dis moi j'investis dans le fond, je mets quelques centaines de milliers d'euros. Est-ce que vous voulez venir avec moi ?
c'est pas mal. Ça va. Plus C'est le plus que moi. financement de la société de gestion en partie au moment où il n'y avait rien. Et du temps. Et beaucoup de temps. Et en fait, il je a pense pris que le tact je vais pour te lui, dire- mais c'était je juste. vais te dire que la valeur la plus Ah bah, je le importante, vois, au-delà je de le vois. l'argent, c'était le temps. Et donc, tu convaincs ces gens-là de te suivre dans un projet qui est au tout début. Et dans les 20 premiers souscripteurs, il y en a 5 ou 6 qui sont de tes proches. Ça représente 3-4 millions. Comment tu fais à ce moment-là? Raconte, parce qu'on essaye de raconter un peu les coulisses. T'as jamais été commercial? Pas vraiment, Pas vraiment, non. parce que ça se vendait tout seul. Et donc, tu fais des rendez-vous business dans les Alpes. Tu prends ta bagnole, tu vas voir des gens qui ont vendu des belles boîtes que tu connais et tu leur parles d'OVNI. Comment tu fais? Alors, moi, c'est très simple. C'est que à partir du moment où tu as un certain patrimoine, en fait, grosso modo, tu vas commencer à mettre, je fais un peu d'immobilier, des trucs, et c'est exactement aussi mon profil, hein, pour sécuriser ta famille, tes proches, voilà, et c'est très cool. Mais derrière, en particulier pour ces personnes-là, qui sont tous des entrepreneurs, en fait, ils adoreraient donner plus de sens à leur argent, au-delà simplement du rentable financier, que de toute façon, ils ont déjà sur les placements qui est plus sécure. Et bien, c'est ceci. Qu'est-ce que vous avez envie de rêver? De quoi rêvez-vous? Ceci. Est-ce que ça vous plairait de rencontrer des nouveaux entrepreneurs qui rentrent sur le marché, mais pas les mauvais, la crème de la crème, vraiment les gens, et vibrer un peu avec eux comme ce que vous avez fait il y a 20 ans. Et quand tu parles vraiment à ces personnes-là de leur expérience, que tu creuses, comment ils ont créé la boîte, je sors du garage, j'ai fait ceci, j'ai eu cette idée-là, j'ai choisi ce métier-là parce qu'il y a eu ceci, puis j'avais vu, etc. Et quand tu le montres, les startups dans lesquelles on a investi, tu dis, putain, je me revois il y a 15-20 ans, quoi. C'est ça qui les fait vibrer. Et en fait, je parle que de ça. Parce que tout le reste, évidemment, on a les éléments de réassurance classique. C'est une société de gestion agréée AMF. Il y a un vrai processus de pipeline, etc., de deal flow pour pouvoir arriver à sélectionner les meilleurs des meilleurs. Et l'appel qu'on fait. En fait, les éléments de réassurance, ils s'en foutent. C'est le pourquoi qui est vachement intéressant pour eux. Et c'est comme ça que je les convainc. Tu vas venir avec nous parce qu'on va te faire vivre des aventures qui sont cool avec des gens qui sont cool et qui changent et qui peuvent vraiment avoir un impact. Donc la performance financière de l'investissement devient presque secondaire pour ces gens-là au moment où tu les convaincs? Toujours. Alors, c'est important, c'est une réassurance, c'est vrai, mais c'est qu'une réassurance. C'est le pourquoi qui est important, c'est au-dessus. Tu me voyais hésiter, mais c'est vrai que d'expérience, je me rends compte quand même que je la mettrais au primaire à côté, quoi, tu vois, ou au 1 bis. Le secondaire, il serait quand même un tout petit peu exagéré souvent parce que, tu vois, tu as toujours quand même en tête, et nous aussi on l'a, tu vois, pas se mentir de ce moonshot, peut-être se dire, bah si on fait 2 moonshots, et ben, en fait ça va changer toute la strate du plan, enfin l'objectif de ce fonds, et puis même dans l'aventure humaine, le moonshot, il est rigolo, en fait. Bien tu sûr. vois. Non, mais il faut le vivre. Moi, le jour où Jean-Baptiste Hironde m'appelle pour me dire on est en train de lever 50 millions, je t'assure que tu t'en rappelles toute la vie. Tu sais où tu es, à l'endroit précis où tu as ce coup de fil, les 3 minutes avec le patron. Donc, c'est de l'adrénaline, en fait. C'est l'adrénaline que tu as vécu chez Color, qu'on a vécu chez Neo Télécom, que tu vis chez Cosa Vostra. Et je pense que par procuration, en tout cas aujourd'hui, les 70-80 souscripteurs, ils viennent chercher ça. Parce qu'ils reçoivent des newsletters, parce qu'ils viennent sur des events et ils vivent. Et ils rencontrent. Ils rencontrent. Et c'est ça qui est vraiment... Parce que tous ces gens-là, ils ne vont pas nous attendre, nous, pour faire des invests. Ceux qui vont le faire avec leur propre effort, leur propre temps, etc., pour faire du BA classique, quoi. Comme moi, j'ai commencé par le BA, mais j'avais mes propres biais cognitifs, mes machins. On n'avait pas une équipe pour pouvoir faire des choses bien. Donc, j'ai fait des très bons deals et j'en ai fait des très mauvais. Par contre, chez OVNI, tu as tous les avantages. Tu fais que des très bons deals et tu sécurises et tu as quand même l'aventure super cool de pouvoir faire des choses avec ces enfants. Il faudrait peut-être qu'on fasse une partie ou une version des rapports de... tu vois, moi, dans certains fonds dans lesquels je suis, j'ai des rapports tous les trimestres. Peut-être en mode podcast public. ou alors soit public, je sais pas si on peut. Il y a des infos que tu peux partager, en fait. Il faut avoir l'accord des boîtes. Parce qu'en fait, moi, je reçois beaucoup de trucs. Ça fait 42 pages. T'as 4 pages par boîte, etc. Ils veulent faire des trucs complets, mais en fait, c'est trop. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. C'est pas ça qui veut.
Tu vibres pas avec ça. C'est cool, tu as les infos, tu as le côté financier. J'adore, c'est bien. Ok, le rapport. Mais à la limite, tu as 2 KPI au niveau, c'est bien. Nous, on a prévu de faire le rapport semestriel du fonds ici dans le studio. Très bien. Voilà, comme les vœux de Maurice Lévy et tout, on s'est dit, on a un studio. Non, mais attends, on va le faire en haut de la tour Eiffel, mec. Voilà, T'as pas compris? Ouais, évidemment. Ça, c'est l'esprit OVNI. Oui. Allô, Taïkris, est-ce que tu peux nous On va reprendre passer la tour Eiffel les frais à 8%, hein, parce que 2% sera plus assez, mais on va bien se marrer. Cool. T'aimes bien casser les codes aussi, on en parlait juste avant. Ah, c'est vrai. Tu casses les codes. Ouais. Une de mes forces motrices, c'est antitraditionnaliste. Donc, il y a traditionnaliste, celui qui suit les règles très claires. Le comptable, par exemple, c'est très bien. Lui, il s'éclate dans le montré vers toi, mais c'est pas sympa. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je le mets là. Et moi, je suis antitraditionnaliste. Chaque fois qu'on me dit qu'il y a une règle, la première chose auquel je pense, c'est comment je vais pouvoir la contourner. Comment je peux faire autrement, etc. Hier, j'étais une grosse... T'es abonné Coyote ou... Abonné Coyote. Tu vois, les Coyotes... Non, c'était... C'est marrant que tu dis ça. Il y a 2 jours, j'étais avec l'ex-fondateur de Coyote. Ah, très drôle. Ouais. William Edlin. Ah, mais William, je le salue. Il faut qu'on l'invite aussi. Ouais. Moi aussi, ça m'intéresserait. Il est top. On se marre. C'est marré ensemble. Bref, anecdote. Et c'est vraiment ceci, quoi. Faire autrement. Parce qu'en fait, en faisant autrement, il y a des choses... Je peux citer une anecdote, par exemple, à l'époque. Je voulais qu'on parle de la photo panoramique vraiment à haut niveau pour que tout le monde le voit. Tu fais de la pub, ça coûte tant, tu fais ça. On va penser autrement. On va battre un record, la plus grande photo du monde. Et on l'a fait à Paris. Paris, 26 gigapixels. Donc, grosso modo, ça a coûté du temps et 50 000 balles de matos. On a fait 11 millions de visiteurs uniques en une semaine. Le site il était plus fréquenté que Google cette semaine-là. Ça a coûté 50 000 balles. Une campagne de marketing comme ceci, c'était équivalent à 5-6 millions à l'époque. Donc, tout le monde me le cite encore. Hier soir, dans une réunion, je dis c'est vous la photo la plus grande du monde? Ouais, c'était nous à Paris, etc. Belles anecdotes ont été montées sur Saint-Sulpice, à shooter ça à 6h du mat. Je m'en souviens, je crois. Ouais, elle avait fait la une de pas mal de journaux, quoi. Alors, faire autrement. Ça ne veut pas dire moins efficace, tu vois. Et faire autrement, passer un peu de temps à faire ça, c'est bien. Et ceux qui font les photos, extraordinaires de la Lune, là, très précises, ils passent par... Alors, c'est souvent des techniques qui mobilisent tout un paquet d'images, pas qu'une seule. Parce qu'une seule, tu ne peux pas faire grand-chose. Par contre, dès que tu les assembles, plusieurs ensemble, ou que tu les formes... Par autopanneau, je veux dire, ou pas forcément? Alors, non, c'est plutôt des logiciels spécifiques à Astro. Parce que l'Astro, il y a des... Tu peux parler de Vaonis, bien sûr. Conseil d'administration avec exactement. Des belles personnes, et c'est une participation que tu suis. Ouais. Exactement, c'est une très belle start-up qui font des smart télescopes. Smart télescope, c'est un bel objet blanc. Tu poses dans ton jardin, tu prends ton téléphone et te dis « Ok, ce soir, tu es à cet endroit-là, tu peux voir ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu veux voir ?» Tu cliques, cet objet, il pointe automatiquement en live sur le téléphone. La première fois que tu as cette expérience-là, moi je l'ai fait avec mes enfants, et c'est même pas moi qui ai installé le télescope, c'est eux qui disent je vais installer là, je vais m'en occuper, etc. Putain, on a vu la première fois, c'était M52, un des grands classiques, quoi. Et tu vois ça apparaître en live depuis ton jardin. Et la qualité est dingue ou... Et la qualité est très très bonne, très bonne. Tu peux en sortir des photos? Bien sûr, des photos. C'est le but, c'est de l'astrophotographie. On en parlait avec Thibaut Elzière, qui a investi dans le concurrent de Vaonis, qui s'appelle Unistellar. Unistellar, c'est ça. Ouais. En fait, ce qui est incroyable, je trouve, en France, tu as 2 boîtes. Il y en a une qui est à Aix-en-Provence, l'autre à Montpellier, qui ont lancé des produits quasiment similaires et qui sont les 2 références aujourd'hui sur ce marché, qui est quand même un marché niche, d'astrophotographie, mais mondial, qui se développe, qui est mondial. Et c'est vrai que c'est bluffant. On en a fait quelques-unes soirées OVNI avec ce genre de produit. Tu prends une claque. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est drôle. Non, ça fait partie aussi de la découverte des startups. C'est le jeu. On demande au chef Non, moi je suis le roi de la digression, donc après, faut que c'est les gens qui nous écoutent qui doivent... Je crois que l'objectif aussi, c'est un peu plus que de parler de la tuyauterie des fonds, mais c'est de découvrir... On a fait un peu la tuyauterie des fonds dans le tout premier épisode, mais aussi découvrir les personnes et ce qui nous anime, et puis pourquoi on a une bonne équipe, peut-être. Ouais, c'est intéressant. Tu parlais de Vaonis, mais tu le fais pour d'autres boîtes. Nous, on a ce modèle d'operating partner. Tout à fait. Ça, on peut peut-être rentrer là-dessus, expliquer en quoi il y avait cette stat. Je crois que c'est Charlie Perrault des Échos qui a sorti ça. Il y a 75% des fonds en France qui n'ont pas d'operating partner. C'est-à-dire que nous, on est dans la case des 25% des fonds qui s'appuient sur des entrepreneurs, comme Alex, comme Mathieu ou d'autres,
pour accompagner les participations. Est-ce que ça, tu peux décrire un peu plus à quoi ça correspond, Exactement, qu'est-ce que tu fais, etc. Ça vaut le coup de le réexpliquer. C'est exactement ça. Comment apporter de la valeur aux startups là où tu l'investis? Eh bien, à Vaonis, et je cite juste le rôle que je fais là-bas, je représente une partie des investisseurs là-bas dedans. 800 000 euros. 800 000 euros d'investisseurs regroupés dans une holding d'investissement, voilà. Et c'est lui qui représente ces investisseurs-là. Et donc, je fais les boards tous les 3 mois, mais je fais sûrement un call avec le patron tous les mois, simplement, est-ce que ça va bien, etc. Et comme astrophotographie, moi, ingénieur de l'image, un des très bons dans ce milieu-là, etc., évidemment, la valeur ajoutée que j'apporte à Cyril, le fondateur, est juste évidente, quoi. En fait, et puis moi, je me rends compte dans la tech et dans l'entrepreneuriat, mais tu vois, même n'étant pas un expert technique comme toi, mais tu vois, ça fait quand même presque 20 ans que je monte des boîtes dans la tech, donc plutôt du côté business, mais enfin quand même, tu vois, dans les projets, dans les choses, je vois les idées que je peux avoir. En fait, tu te rends compte que sur un échange, tu peux faire économiser 6 mois à quelqu'un. 6 mois, 6 mois avec une équipe de 8 personnes, parce qu'en fait, tu voulais dire, mais attends, regarde ce truc-là où je connais machin qui fait ça, et en fait, tu as une connexion qui se fait. 6 mois, enfin 6 mois avec 6 personnes, tu parles de 500 000 balles, quoi. Hein, donc, et c'est exactement ça. Et puis c'est même pas que l'argent, c'est la vitesse, en fait, d'exécution. Exactement. Le fait, ça revient à mon Hub des Alpes et le pourquoi des Hub des Alpes. Si j'arrive à donner les bons conseils aux startups aujourd'hui, en fait, au lieu de trouver le chemin tout seul, en fait, tu accélères et tu économises. Ce qui est difficile, c'est que là, tu es complètement dans qu'on appelle du goodwill. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je trouve que le terme est bien placé ici, goodwill. Mais de temps en temps, ces étincelles, ces petits éclats que tu peux avoir, ils sont tellement... Enfin, potentiellement, ni toi ni ton interlocuteur ne t'en rend compte, ni sur le moment ni plus tard. Tu vois, de temps en temps, en fait, c'est juste au détour d'une discussion. Tu te rends pas compte des endroits où ça aurait pu t'emmener si tu avais continué dans une direction. Et pourtant, ils sont tellement importants. Les bons choix, quand tu es bien aligné. C'est exactement ça. Aller creuser pour l'alignement, pour être sûr qu'on fasse la bonne décision, pour avoir les bonnes données qui vont permettre de prendre la bonne décision. En fait, ce rôle de conseil, d'operating partner, c'est exactement ça. Et à un moment donné, juste une discussion peut rendre beaucoup plus efficace et permettre d'avoir cette espèce de clarté. Voilà, moi, je suis de nouveau, la systémique, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est que je vais creuser toutes les dimensions du problème et à un moment donné, le patron, il aura « Ah bah oui ». Ah bah j'avais pas vu ça, j'ai pas vu ça. Ok, je vais tester 2-3 petits trucs. Baf, la décision elle est dans 2 jours. Tu as le plan d'action tout de suite, quoi. Mais quand tu as quelqu'un d'expérience qui est en face, qui te dit ceci et qui te donne, en fait... Je trouve ça fascinant en vrai quand il pense tu vois, j'y repense sur une histoire d'il y a quelques mois, une société qui allait pas très bien, mais qui s'en serait sortie, je pense. Et puis je parle au fondateur que je connais, j'avais investi dans la boîte, et puis je lui dis, écoute, je l'appelle en me disant, il doit pas être dans un moment hyper facile, etc. Je l'appelle, je me souviens, j'étais juste en bas là, avec mon vélo devant, j'avais vraiment pas le temps. J'avais 2 minutes, 3 minutes, puis je l'appelle, il me parle, et puis il me raconte 1 ou 2 trucs, puis je pense à quelqu'un d'autre, et je lui dis, tu sais quoi, je vais quand même en parler à cette boîte, parce que ça pourrait les intéresser. Et en fait, 3 mois après, l'autre boîte les a rachetés. Et en fait, c'est juste... Tu vois, ce coup de fil que j'aurais pu ne pas passer, je dis pas, ils auraient trouvé probablement autre chose, ils seraient passés autre chose, ça se trouve, ça aurait été mieux, j'en sais rien, mais à la fin, t'as le sort de tellement de personnes dans les 2 boîtes, avec en plus, à la fin, là, les 2 qui me disent, waouh, merci, parce que, en fait, moi, j'ai juste rien fait, en fait, tu vois, j'ai juste... Pour toi, c'est rien. Dans leur univers à eux, c'est beaucoup. C'est fou, non, c'est vrai que c'est fou, ces petites... Et c'est pour ça que je m'impose le fait de pouvoir régulièrement faire des rencontres avec des personnes nouvelles. Parce que je ne sais pas ce que ça peut donner. Si je ne fais pas ces rencontres-là, s'il n'y avait pas eu ceci avec Émeric, on ne serait jamais rencontrés, je ne serais pas ici. Toi. C'est quand même un bon exemple de ceci. Quoi. Et juste, c'est une forme de super pouvoir que tu as en tant qu'investisseur, que tu as en tant que toi, entrepreneur multirécidiviste qui est au cœur de tous ces flux, de cette communauté, etc. C'est aussi une vraie responsabilité. Moi, je serais curieux de t'entendre là-dessus quelques minutes avant qu'on clôture cet épisode sur... la responsabilité que tu as quand tu investis dans des boîtes, le sérieux avec lequel tu le fais. Voilà, on en parlait sur d'autres épisodes, etc. Tu mets du skin in the game, t'es impliqué et je trouve qu'il y a ce poids, cette responsabilité. Tu prends ton rôle très à cœur. Oui. Ça a toujours été ça, c'est nouveau. Raconte-nous et puis après, comme ça, on clôture cet épisode. Très bien.
Je vais citer un philosophe contemporain, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, hein, pour ceux qui connaissent la référence. Ça sera un truc de geek. C'est exactement ça. Quand un entrepreneur me contacte et qu'on fait les choses ensemble, en fait, on le fait bien. Et je passe le temps qu'il faut pour pouvoir décortiquer et faire ceci, parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Il faut vraiment le faire. Il faut le faire bien, c'est ça. Ouais. Ensuite, il a mon portable, il m'envoie des Slack, j'ai des méthodologies pour faire ceci, je trouve les bonnes réponses si de temps en temps il a besoin d'aide. Dans des coups difficiles, il y a des startups dans lesquelles j'ai investi, que j'ai planté, le mec, je l'ai appelé le jour où c'était la liquidation, etc. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que la famille va bien? En fait, c'est pas parce que ça s'est mal passé que c'est pas pour autant où il faut pas être toujours amis, copains, etc. et continuer, etc. parce que ça fait partie de l'analyse du risque. Le risque, en fait, c'est au niveau global. Sur les 12 ou 13 que j'ai dans mon propre fonds de BA avant, je sais que j'ai des lignes que j'ai perdues. Il y en a qui sont magiques. J'ai le moonshot. Quoi. Tu es à l'aise avec ça. Et je suis à l'aise. Et il faut le vivre bien. Quoi. C'est-à-dire, en faisant ça et en faisant tous les efforts et en mettant les bonnes personnes aux bons endroits dans la team ou en conseil extérieur, etc., c'est forcément tu gagnes. Forcément, j'ai aucun doute là-dessus. Bon, moi, si ça vous va, je vais essayer de conclure. Je trouve que cet épisode avec Mathieu, c'était un peu un cadeau que j'avais envie de te faire et que j'avais envie de nous faire. Et donc, merci Mathieu de prendre le temps tôt ce matin. Merci. Merci à vous d'être là. Moi, j'ai trop de chance. OVNI, c'est une aventure humaine et on se fabrique des souvenirs assez incroyables. Est-ce que tu peux finir par raconter un souvenir marquant de ces 2 dernières années avant OVNI qu'on connaît aujourd'hui et qu'on raconte sur ce podcast? C'est par ton ancien métier DJ. L'année dernière, on est allé en montagne et j'ai pu rencontrer un DJ fabuleux là-bas. Et juste ça, être devant la scène, lui, il a fait la première partie, puis ensuite Martin Solveig, tout à fait. Et moi, juste ça, moi, je suis comme un dingue. Moi, je suis fan de musique électronique, juste pouvoir vivre ceci. Toi, je suis juste un enfant, là, quoi. C'est mon côté, j'ai 16 ans dans ma tête, quoi. Donc, et ça, avec les rencontres de certaines startups, là, quand je vois ce qu'ils vont faire et le fait de pouvoir être là-dedans dans cette aventure, je suis trop content de participer à ceci et de pouvoir apporter ma modeste brique à ceci. Donc là, c'est le moment de donner rendez-vous à tous les gens qui vont écouter cet épisode. Exactement. Le 23 mars 2024, c'est pas encore public, mais pour le concert de Fatboy Slim à la montagne pour rencontrer Alex et tous les souscripteurs. Ça sera à Porte du Soleil. Ok, voilà. trop cool. Donc 23 mars pour revivre ce souvenir-là, parce que l'avantage avec ces trucs-là, c'est que tous les ans, tu peux les refaire. Exactement. Moi, je voudrais dire quand même aussi que, tu vois, hier, tu m'as dit que vous avez beaucoup hésité sur le nom. Je savais pas cette anecdote. Et OVNI... Il y avait Goodwill. Ouais, c'est pas mal Goodwill, mais OVNI, en fait, c'est vraiment mieux. Et je pense que cette entreprise est un OVNI et c'est rigolo. Et moi, je suis tous les jours plus content de faire partie de cette aventure. Pour plein de raisons, mais pour cette découverte que je fais aujourd'hui avec toi, Alex. Merci, Mathieu. Pour aussi, tu vois, l'anecdote que vous ne saurez pas, mais en fait, on essaie de vous donner tous les backstage. C'est qu'hier soir, on a enregistré l'épisode 0, tous les deux. Et en fait, cette nuit, il a bossé pour le... Ce matin, j'avais l'épisode 0 en ligne. Enfin, voilà, et donc prêt, que tu vas sortir quand même plus tard. Ouais, on va sortir en janvier. Ouais. Mais tu vois, ça, on peut en négocier, on peut en discuter. Moi, je m'en fous. En fait, on sort quand c'est prêt. En fait, c'est pas grave. Tu vois, ça, en fait, il faut juste avancer, aller de l'avant. Et delivery, tu vois, on avance, et puis voilà. Mais tu vois, execution, delivery. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que peu importe, cherche pas à nous comparer avec des VC, mais même avec d'autres boîtes dans lesquelles je suis là, en fait, on a des idées, on les met en place, et tu vois, Christopher, que tu avais vu tout à l'heure, qui est rentré, c'est pareil, en fait. On arrive, on bosse ensemble, on se dit, on pourrait faire ça, demain, c'est fait. Tu vois, et je trouve ça tellement cool. Test and learn. Test and learn. Et moi, aujourd'hui, j'ai des idées, j'exécute moins... Parce que, enfin, si, en vrai, c'est pas vrai. Je me fouette à dire ça, mais je produis tellement de choses comme ça tous les jours que j'ai l'impression de plus exécuter, mais c'est devenu ça un peu mon métier.
et de faire des choix aussi. C'est assez marrant, mais je mets plus les mains comme ça. Et quand je vois ça, ça me rassure d'être avec les bonnes personnes. C'est cool. Eh ben, tu m'envoies tes idées, moi je fais le geek derrière et je te trouve les solutions opérationnelles. Mais de toute façon, je vais te parler de 2-3 choses après. Si Ça marche. Bon, on espère que vous aurez tous apprécié cet épisode. Et en tout cas, nous, on s'est marré et on a Ouais. pris du plaisir. Donc, c'est ça l'essentiel. Je rappelle à ceux qui suivent ça sera le 2 du coup, c'est ça? Ouais, 2 ou 3, on va voir. Ce qui est sympa, c'est donc peu importe où vous suivez, ce sera sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Vous cliquez sur s'abonner et la manière de pouvoir nous aider, c'est de partager ça à des gens autour de vous, soit qui voudraient investir dans OVNI, soit qui voudraient qu'on investisse dans leur boîte via OVNI, soit qui veulent juste apprendre, qui sont curieux, qui veulent découvrir les différents personnages de notre aventure, mais surtout suivez, partagez et comme ça vous nous aiderez. Si vous voulez investir, on est content aussi. À bientôt. Merci à tous, à Mathieu, de bientôt. ton accueil. Salut tout le monde. Salut tout le monde.